Best-seller de la littérature financière de ces dernières années et chaleureusement recommandé par Warren Buffett lui-même, le livre La chose la plus importante d'Howard Marks est un des derniers grands classiques boursiers que je n'avais pas eu le temps de lire jusqu'à présent. C'est désormais chose faite, et comme je l'avais fait avec mon résumé des grandes idées de l'investisseur intelligent, je vous propose ici un petit résumé des grandes idées traitées dans La chose la plus importante, qui elles-mêmes sont des morceaux choisis extraits des mémos d'Howard Marks. Le premier mémo publié par Marks date de 1990, cela représente plus de 30 ans d'archives et 1500 pages au total dont Marks a condensé les idées principales dans son livre La chose la plus importante. Le livre est-il à la hauteur de sa réputation ? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo, plus en détail, à travers l'étude des 10 grandes idées principales que j'ai pu en retenir. Première grande idée du livre, penser au second niveau. Je vais ouvrir là-dessus car c'est ici le titre du premier chapitre du livre et c'est un principe qui revient comme un fil rouge tout au long des mémos de Marks. L'idée générale ici est de ne pas arrêter votre raisonnement à un niveau superficiel, chose que font la plupart des gens en bourse, mais de le pousser de manière à avoir un coup d'avance sur ceux qui ne le font pas. Pour Marks, des rendements supérieurs ne sont possibles qu'avec un jugement supérieur. Voici quelques exemples donnés dans le livre qui illustreront sans doute le concept de penser au second niveau plus simplement qu'une longue définition. Penser au premier niveau, c'est une bonne société, il faut acheter l'action. Penser au second niveau, c'est une bonne société, mais tout le monde sait que c'est une bonne société, il ne faut peut-être pas acheter l'action car elle se paie désormais très cher. Autre exemple, penser au premier niveau, l'économie est mauvaise, je dois vendre mes actions. Penser au second niveau, l'économie est mauvaise, mais tout le monde sait que l'économie est mauvaise et les niveaux de pessimisme sont extrêmes. Il est peut-être temps de commencer à acheter. Marks intègre ici une notion très importante, souvent négligée par les investisseurs débutants. Celle que vous ne pouvez pas gagner plus d'argent que la moyenne en bourse en pensant et en faisant comme tout le monde. Vous devrez donc faire les choses différemment et intégrer les anticipations du consensus et de la foule à votre raisonnement si vous désirez obtenir des performances supérieures. Ce qui nous conduit ici à sa deuxième grande idée. Grande idée numéro 2, une bonne société n'est pas forcément un bon investissement. Marks renverse ici beaucoup de concepts de sagesse populaire en bourse, à savoir investissez dans de bonnes sociétés, gardez-les longtemps et tout ira bien, par exemple, et nous propose une autre vision des choses. Le propos de Marks ici est que le risque en bourse n'est pas relatif à la qualité ou non de la société, mais au prix que vous la payez. Une société de qualité peut devenir risquée si vous la payez trop cher, et à l'inverse, une société médiocre peut devenir peu risquée si vous arrivez à la payer suffisamment peu cher. Suivant cette logique, une bonne société ne constitue pas forcément un bon investissement, et une société médiocre ne constitue pas forcément un mauvais investissement. Tout est question du prix que vous payez. Marks aime dire ici qu'une société bien achetée est déjà à moitié vendue. Il en revient aux principes fondamentaux de la bourse déjà défendus dans L'investisseur intelligent de Ben Graham, c'est-à-dire essayer d'acheter 50 centimes quelque chose qui vaut $1. Ce qui nous conduit au point numéro 3. Point numéro 3, tout investissement à succès est basé sur la valeur. C'est une des grandes idées fondamentales de Marks ici, tout investissement profitable est selon lui une forme d'investissement dans la valeur. Pour lui, un investisseur dit value mise sur l'achat d'une action dont le prix est en dessous de sa valeur réelle aujourd'hui, tandis qu'un investisseur dit de croissance mise sur l'appréciation de la valeur d'une société demain, dans des proportions suffisantes pour, il l'espère, faire monter son prix. Je cite le livre ici, tout investissement qui est basé sur autre chose que la relation entre le prix et la valeur est un investissement irrationnel. Pour Marks, il n'y a donc pas d'investissement de croissance, de valeur ou de rendement, il n'y a que des investisseurs qui misent sur la valeur aujourd'hui et des investisseurs qui misent sur la valeur demain. Et tout investissement profitable passe par une juste appréciation de la valeur et par le fait de payer moins cher que ce que nous devrions. Également, Marks explique qu'à son sens, il est bien plus simple de miser sur la valeur d'aujourd'hui plutôt que de spéculer sur la valeur de demain. Cela pose donc la question, comment trouver de la valeur ? Explorons les éléments de réponse que Marks nous donne dans la suite. Point numéro 4, les bons investissements se trouvent souvent dans ce que les investisseurs ne peuvent ou ne veulent pas faire. L'idée générale ici est que, comme le dit Warren Buffett également, vous ne pouvez pas faire ce qui est populaire et obtenir de bons résultats. Si vous pouvez trouver un marché relativement obscur que personne ne comprend à part vous, ou que vous êtes prêt à aller dans des secteurs qui rebutent la majorité des investisseurs, vous pouvez gagner un avantage significatif. Marks cite dans son livre l'exemple des petites sociétés et des obligations, qui sont des secteurs plus pointus sur lesquels beaucoup de gros géants ne s'aventurent pas et sur lesquels il affectionne opérer. Je cite « Peu connu, mal compris, questionnable fondamentalement, controversé, jugé inapproprié pour un portefeuille boursier respectable, impopulaire, peu apprécié, présentant des performances récentes déplorables, récemment le sujet d'un désinvestissement et pas d'une accumulation. C'est là que se situent les bonnes affaires, selon Marks. » Si vous voulez un exemple plus concret sur un gros marché un peu moins obscur, les investisseurs qui se sont aventurés sur des secteurs moralement douteux ont gagné historiquement un avantage significatif, car les gros gérants, comme leurs clients, détestent généralement y aller. Une bonne illustration de cela est celui de l'industrie du tabac au siècle dernier,
que j'avais présenté dans une précédente vidéo. Un autre exemple récent est celui du secteur du pétrole, qui était injustement jugé comme fini, obsolète, ou considéré comme peu responsable écologiquement, et qui par conséquent a débouché sur des retours boursiers extraordinaires en l'espace de quelques mois. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de vous spécialiser dans des secteurs à la moralité douteuse pour gagner de l'argent en bourse. Mais c'est une bonne illustration de comment faire ce que n'était pas prêt à faire la majorité des investisseurs pouvait vous rapporter plus que la moyenne. Marx est très clair sur ce point ici, et c'est sans doute un des points clés à retenir de ce chapitre. Il ne faut selon lui pas s'attendre à des retours exceptionnels sans faire quelque chose de différent. Une autre manière de gagner un avantage selon lui est que la plupart des investisseurs n'ont pas une très bonne appréciation du risque. Le risque est souvent surévalué dans les secteurs impopulaires et sous-évalué dans les secteurs populaires. Cela crée parfois de bonnes opportunités qui sont exploitables par les investisseurs qui arrivent à se détacher du consensus et à penser au second degré. Cependant, ces opportunités se produisent infréquemment et il n'est pas toujours facile de les reconnaître. Marx insiste également sur le fait que le consensus a le plus souvent raison et que les contrariens ont très souvent tort. Être un contrarien correct est là où réside la majorité des profits en bourse. Cependant, il ne faut pas sous-estimer à quel point cela peut être difficile. Et cela passe entre autres par une bonne compréhension des risques que vous prenez en bourse. Point numéro 5, comprenez bien où sont les risques. Un des éléments clés pour comprendre le risque, c'est qu'il est largement une affaire d'opinion, nous dit Marx. Comme beaucoup d'investisseurs à succès, Howard Marks est obsédé par la notion de risque. Plusieurs chapitres sont dédiés au risque et à la vision biaisée qu'en ont la plupart des investisseurs. Une manière dont il retourne la notion traditionnelle de risque dans le livre est par exemple via son idée présentée dans le point numéro 2, qui est fonction du prix payé et non de la qualité de la société. Une autre idée clé qu'il présente ici est que le risque n'est pas linéaire mais en forme d'entonnoir. Le monde de l'investissement classique aime partir du postulat qu'un investissement à haut risque implique aussi de plus hauts rendements, alors qu'un investissement à bas risque implique des rendements plus faibles. C'est une des bases de la finance ici, et si cette notion est techniquement correcte, elle n'est pas sans nuance. Marx rappelle ici que les risques élevés ouvrent simplement la possibilité de rendement plus élevé, mais aussi celle de rendement désastreux. Une option qu'il faut toujours garder en tête, selon lui. Il y a une grosse différence entre probabilité et résultat. Des choses très probables échouent tous les jours, et des choses très improbables se produisent régulièrement. En prenant plus de risques, il faut toujours vous rappeler que vous élargissez l'éventail des possibles, et donc la possibilité de retour extrême, dans les deux sens. Partant de ce postulat, Marx est de l'avis qu'il est essentiel de jouer une bonne défense plutôt que d'être très agressif et de s'exposer à des retours très élevés ou désastreux. Pour cela, il est essentiel d'avoir une bonne compréhension de la relation entre risque et rendement en bourse et de ne pas confondre les investisseurs talentueux avec ceux qui sont simplement chanceux. Point numéro 6, sachez différencier chance et talent en bourse. Si je vous dis qu'un gérant a gagné 20% par an sur les 10 dernières années et que la bourse est montée de 10% par an en moyenne, avons-nous affaire à un bon gérant à votre avis ? La plupart des gens diront que oui, mais Marx nous dit que non, pour la bonne raison que nous ne pouvons pas savoir les risques que ce gérant a pris pour obtenir ces rendements. Les meilleurs gérants ne sont pas ceux qui ont les meilleurs rendements dans l'absolu, mais ceux qui ont les meilleurs rendements ajustés du risque dans le temps. Et comme le risque est par nature difficile à quantifier, cela peut créer de la confusion. Vous pouvez avoir des gérants qui connaissent leur heure de gloire dans les médias simplement parce qu'ils ont pris des risques excessifs au bon moment qui ont payé par pure chance. Ceux-là ont généralement des carrières éphémères. Mais de ce fait, il y a aussi de très bons gérants avec de très bonnes stratégies qui restent peu médiatisées. Les premiers gérants ont leurs photos dans les magazines, les seconds sont rarement reconnus pour la qualité de leur travail. C'est un problème que je connais bien ici car ma philosophie sur ce point est la même que la sienne. À savoir que perdre 10% quand le marché en perd 20 est plus important que d'en gagner 30 quand le marché monte de 20, du moins à mon sens. Cependant, jouer une défense parfaite est rarement une stratégie qui vous fera briller sur les réseaux sociaux ou connaître la gloire dans le monde de la gestion de portefeuille. Du moins, pas sur du court ou du moyen terme. Voyons plus en détail pourquoi c'est cependant un facteur essentiel pour votre succès dans la suite. Grande idée numéro 7, concentrez-vous sur la défense. Nous devons pratiquer un investissement défensif car beaucoup de choses par nature iront contre nous. Il est plus important d'assurer notre survie en cas d'adversité que de garantir un retour maximum dans des circonstances favorables. C'est une autre des idées clés de Marx et un point de vue que je partage avec lui ici. Sur le long terme, jouer une bonne défense est plus important que de gagner beaucoup quand tout va bien. Voici ce que dit Marx dans un autre de ses mémos sur l'importance de la régularité. J'ai une fois discuté avec un client qui m'expliquait qu'il gérait son portefeuille boursier depuis 14 ans et qu'il n'a jamais été capable de faire mieux que le top 27% des gérants ou pire que le top 47%. C'est-à-dire que pour une année donnée, il n'a jamais été dans le top 25% des meilleurs performeurs, il a toujours été, plus ou moins, dans le second quart de la distribution. Dans la vie courante, si vous vous promenez quelque part entre la 27e et la 47e place d'une compétition, on considère que vous serez en moyenne 37e.
Maintenant, où pensez-vous que les performances annuelles de ce gérant l'ont positionné sur ses 14 années de gestion par rapport à ses compétiteurs? La réponse ici est 4. Sans jamais intégrer le top 25% sur une année donnée, sa performance totale sur 14 ans le plaçait dans les 4% des meilleurs gérants. La raison étant qu'en investissement, la majorité des gens finissent par se tirer une balle dans le pied tôt ou tard, et que lui a réussi à se retrouver dans le top 4% simplement en évitant systématiquement les pires 50% du classement. C'est une autre idée assez contre-intuitive que nous présente Marx ici. Dans la vraie vie, lors d'un marathon par exemple, viser une allure régulière qui nous maintienne à la 30e place est à coup sûr une stratégie perdante, à moins que les 29 premiers n'abandonnent. En bourse, c'est une stratégie qui sur le long terme peut vous assurer un podium. Bien entendu, dans les faits, minimiser les erreurs n'est pas si simple et il ne faut pas réduire le risque à zéro sous peine de réduire aussi vos rendements à zéro. Et bien piloter votre portefeuille dans la durée passe aussi par une bonne compréhension de votre environnement. Point numéro 8, comprenez bien l'environnement dans lequel vous évoluez. Marx remet ici au centre un concept de bon sens, mais que trop de gens ont tendance à ignorer, comme nous avons encore pu le voir récemment. Celui du niveau des taux sans risque et de l'environnement économique dans lequel vous évoluez, qui va par nature conditionner vos rendements. Je cite, « Aujourd'hui, les taux sans risque sont à 0. Les obligations rapportent entre 1 et 3%, les actions entre 5 et 6%. Si vos objectifs de rendement sont de 7 ou de 8%, cela implique de détenir des actifs risqués et la possibilité de pertes permanentes en capital. La logique est la suivante, tous les investissements sont en compétition pour du capital. Le capital a tendance à glisser vers les investissements les plus attractifs jusqu'à ce que leur prix soit suffisamment monté pour qu'ils ne soient plus si attractifs. Quand leur prix est trop monté, leur risque augmente et leur rendement attendu diminue. Un risque élevé et des rendements futurs faibles sont les deux faces d'une même pièce, nous dit Marx. Il préconise donc de ne prendre des risques que lorsque ceux-ci sont généreusement compensés. Une idée qui semble à la fois pleine de bon sens et élémentaire, mais que tout le monde ne manque pas d'oublier à chaque fin de marché haussier majeur. PS, si vous voulez savoir comment calculer une prime de risque sur les actions, je vous mettrai un lien utile à ce sujet dans la description. Point numéro 9, n'espérez pas avoir raison tout de suite. Avoir raison trop à l'avance est souvent indiscernable du fait de simplement avoir tort. C'est un autre point difficile du monde de l'investissement dans la valeur. Vous pouvez avoir tort pendant très longtemps avant d'avoir raison. Beaucoup d'investisseurs investissent dans une société qu'ils jugent comme sous-évaluée et jettent l'éponge 6 mois plus tard lorsque le cours de celle-ci a continué de baisser. Même en ayant raison, les marchés peuvent mettre longtemps avant de reconnaître qu'une action était mal évaluée. En fait, vous ne pouvez jamais savoir exactement quand cela se produira, mais plusieurs études sur le sujet ont jaugé que les marchés avaient tendance au retour à la moyenne sur des périodes comprises entre 3 et 5 ans environ. Cela vous donne une estimation des attentes à avoir lorsque l'on réalise un achat basé sur des critères de valeur. Marx insiste donc sur l'idée qu'il ne faut pas se lancer dans des achats d'actions décotées avec un horizon d'investissement de 3 mois et que si le style value continue de fonctionner en dépit de sa popularité, c'est aussi et surtout parce qu'il reste difficile à mettre en œuvre et à naviguer psychologiquement. Ce qui nous amène au dernier point clé du livre et de ce résumé. Point clé numéro 10, ne négligez pas la psychologie. Les plus grosses erreurs en investissement ne prennent pas leurs racines dans des facteurs d'ordre analytique ou d'ordre informationnel, mais dans des facteurs psychologiques. La logique de Marx ici est un peu la même que celle de Peter Lynch, c'est-à-dire que tout le monde a plus ou moins, selon lui, la capacité d'analyse nécessaire pour arriver à des conclusions logiquement correctes en bourse. Le problème ensuite, c'est que les biais et les sentiments viennent s'en mêler. Combien de fois avez-vous pris un pari trop risqué simplement parce qu'une action payait un gros dividende, ou parce que dans un cas sur 1 million, il existait une possibilité que le cours de l'actif ne soit multiplié par 10 en l'espace de quelques mois? Une chose que l'on surnomme les trades tickets de loto dans l'industrie. Selon Marx, si votre capacité d'analyse est très bonne, mais que votre capacité à résister à ce genre d'opportunité est faible, votre jugement importe peu, car l'appât du gain et la peur viendront distordre aisément un jugement initialement correct. Pour Marx, un bon investisseur doit posséder à la fois les capacités d'analyse et les connaissances qui lui permettent d'arriver à un jugement correct et la force de caractère de ne pas se laisser influencer par les opinions de la foule. C'est entre autres pour cela que les bons investisseurs se font rares. Néanmoins, en ayant bien conscience que ces travers existent et vous influencent, il est possible de travailler dessus pour réduire leur influence sur vos décisions. Un autre très bon livre pour travailler sur ce point d'ailleurs est le livre Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman, que je vous mettrai en référence dans la description. Pour conclure, les mémos d'Howard Marks foisonnent à la fois d'idées classiques de bon sens boursier qu'il est toujours bon de rappeler, et d'idées originales qui poussent un investisseur à se poser des questions sur ses méthodes, sur les méthodes des autres et sur les failles éventuelles de ses propres analyses. Si vous luttez parfois à comprendre la logique retorse des marchés boursiers, les idées de pensée au second niveau et la logique contrarienne de Marx vous aideront à mieux saisir la logique derrière des mouvements boursiers qui semblent parfois avoir peu de sens pour les investisseurs novices.
Après la lecture de ce livre, vous serez aussi beaucoup moins enclin à vous faire avoir par des sociétés populaires qui se payent souvent beaucoup trop cher, et vous reconsidérez sans doute également la notion de risque par rapport à la vision que vous en aviez auparavant. Je classe ce livre sans hésitation dans le top des meilleurs livres boursiers et des plus intéressants que j'ai lus sur le côté psychologie de marché et stratégie globale d'investissement. Si le sujet vous intéresse plus avant, plus de ressources sont disponibles dans la description. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à liker la vidéo si vous y avez appris quelque chose. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui vous aidera à mieux investir.